La pluie battait violemment contre les immenses fenêtres haussmanniennes, brouillant les lumières dorées de Paris. Dans le silence lourd du grand salon, le tintement d'une cuillère en argent contre une tasse de porcelaine résonnait comme un avertissement. Certains croient que l'argent offre une armure impénétrable contre les aléas de la vie. Ils pensent que le compte en banque dicte la valeur d'une âme. Mais la vie, dans son ironie la plus sombre, adore briser les certitudes de ceux qui se croient intouchables. Préparez-vous à plonger dans une histoire où les masques tombent, où la vanité se heurte à la misère, et où la trahison naît là où on l'attend le moins. C'est le récit d'un jeu cruel qui s'est retourné contre ses créateurs. Éliane de la Roche n'avait pas toujours porté ce nom à particules. Née dans un petit village humide de la Creuse, elle avait connu le froid, les fins de mois impossibles et le mépris des nantis. Mais son ambition dévorante l'avait poussée à fuir. Arrivée à Paris, elle avait effacé son accent, renié sa famille et séduit Charles-Édouard, héritier d'un empire du textile. Depuis, elle régnait sur son microcosme doré du 16e arrondissement, terrifiée à l'idée que quelqu'un découvre ses racines. De cette union froide étaient nés 2 fils. L'aîné, Arthur, était le reflet de sa mère, arriviste, arrogant, marié à une héritière insupportable pour consolider la fortune familiale. Le cadet, Lucas, était l'anomalie. Ingénieur brillant, il méprisait les mondanités, roulait à vélo et jugeait les gens sur leur cœur. Le conflit était inévitable. La nouvelle tomba comme un couperet glacé dans l'atmosphère ouatée du salon parisien. Éliane fixait l'écran de son téléphone avec une expression de pur dégoût. Lucas, son fils cadet, l'enfant qui lui échappait depuis toujours, venait de lui annoncer ses fiançailles. Mais le véritable choc ne résidait pas dans l'engagement lui-même, mais dans le choix de la mariée, une certaine Camille, une fille issue d'une famille de boulangers bretons, une roturière sans héritage, sans réseau, sans rien qui puisse briller dans les dîners mondains d'Éliane. La matriarche sentit son cœur palpiter de rage sous sa blouse en soie sauvage. Elle revoyait soudain la misère de sa propre enfance, cette pauvreté qu'elle avait tant lutté pour effacer, et voilà que son propre fils menaçait de la ramener à la maison. Elle serra les poings, ses ongles manucurés s'enfonçant dans la paume de ses mains. Le téléphone vibra à nouveau. C'était un appel de Lucas. Éliane prit une grande inspiration, lissant ses traits pour masquer la tempête intérieure. Elle décrocha avec une lenteur calculée. La voix de son fils était vibrante de joie, une émotion pure qui irritait profondément sa mère. Il expliquait que Camille et lui souhaitaient organiser un dîner pour présenter les 2 familles et discuter de l'avenir. Il parlait avec une innocence désarmante, espérant sincèrement que ses parents partageraient son bonheur. Éliane répondit d'une voix neutre presque robotique, affirmant qu'elle devait consulter son père pour vérifier leurs agendas surchargés. Elle raccrocha sèchement. Il était hors de question de s'opposer frontalement à Lucas. Il était bien trop têtu. Il lui fallait une stratégie plus fine, plus insidieuse pour briser cette union. Sans perdre une seconde, Éliane enfila son trench-coat Burberry et appela son chauffeur. Elle devait rejoindre Charles-Édouard à son siège social, situé sur la prestigieuse avenue Montaigne. Pendant le trajet, elle regardait les passants sous la pluie avec condescendance. Elle se persuadait que cette petite Camille n'était qu'une profiteuse, une calculatrice attirée par l'odeur des millions. Dans l'esprit tordu d'Éliane, aucune fille de condition modeste ne pouvait aimer un héritier pour lui-même. Elle se voyait comme la protectrice de la forteresse familiale. Les roues de la berline glissaient sur le pavé mouillé, et chaque kilomètre rapprochant Éliane du bureau de son mari renforçait sa détermination machiavélique. Elle allait détruire cette romance avant même qu'elle ne commence officiellement. Elle fit irruption dans le vaste bureau de Charles-Édouard, sans même un regard pour la secrétaire terrifiée. La pièce sentait le cuir ancien et le cigare cubain. Son mari, un homme au regard froid et analytique, leva les yeux de ses dossiers. Éliane s'effondra dans un fauteuil en cuir, théâtral, laissant échapper un sanglot parfaitement maîtrisé. Elle lui déversa la nouvelle, dramatisant chaque détail, insistant sur le fait que cette fille allait salir leur nom et piller leur héritage. Charles-Édouard resta impassible, écoutant le torrent de plaintes de son épouse. Contrairement à elle, il ne paniquait jamais. Il gérait les crises familiales comme des fusions-acquisitions,
avec pragmatisme et cruauté. Il se leva lentement, contourna son lourd bureau en acajou et posa une main apaisante sur l'épaule tremblante d'Éliane. « Calme-toi, Éliane, ne laisse pas tes émotions brouiller ton jugement, » murmura-t-il d'une voix grave et posée. Il lui expliqua que s'opposer directement à Lucas ne ferait que le pousser dans les bras de cette fille. Le syndrome de Roméo et Juliette, dit-il avec un sourire en coin. Il devait procéder différemment. Il devait faire en sorte que ce soit Camille et sa modeste famille qui fuient d'eux-mêmes. Le plan germa dans l'esprit pervers du patriarche. Ils allaient inverser les rôles. S'ils se présentaient comme des gens riches et puissants, la jeune fille s'accrocherait. Mais s'ils devenaient un fardeau, une épine dans le pied, la réalité matérielle reprendrait le dessus. Charles-Édouard esquissa un sourire carnassier. Le piège était posé, il ne restait plus qu'à inviter les proies. Pendant que ses parents fomentaient leur complot dans les beaux quartiers, Lucas vivait les plus beaux jours de son existence. Loin du faste de son enfance, il partageait un petit appartement sous les toits du 11e arrondissement avec Camille. La lumière dorée de la fin d'après-midi baignait leur modeste salon. Camille, avec ses cheveux en bataille et son sourire lumineux, préparait un dîner simple. Lucas l'observait en silence, le cœur gonflé d'un amour absolu. Il savait que sa mère désapprouverait. Éliane lui avait présenté d'innombrables héritières superficielles, toutes plus ennuyeuses les unes que les autres. Mais avec Camille, tout était vrai, brut, sincère. Elle ne savait même pas, au début de leur relation, qu'il venait d'une des familles les plus fortunées de la capitale. Camille était anxieuse à l'idée de rencontrer ses futurs beaux-parents. Elle essuyait nerveusement le comptoir de la cuisine, confiant ses doutes à Lucas. Ses propres parents, des artisans courageux et honnêtes, prenaient le train depuis la Bretagne spécialement pour cet événement. Lucas la prit dans ses bras, respirant l'odeur rassurante de la vanille qui s'échappait de son cou. Il lui murmura de ne pas s'inquiéter, promettant que ses parents sauraient de voir la femme merveilleuse qu'elle était. Il mentait un peu pour la rassurer, sachant pertinemment que sa mère serait un mur de glace. Pour apaiser les tensions, Lucas avait réservé une table dans une brasserie chaleureuse et neutre, un lieu sans prétention pour éviter que la famille de Camille ne se sente écrasée par le luxe parisien. Le soir tant redouté arriva. À l'intérieur de la brasserie, le Petit Zinc, l'ambiance était joyeuse et bruyante. Les parents de Camille étaient arrivés les premiers. Son père, avec ses mains larges marquées par le pétrin, portait son plus beau costume, un peu raide aux entournures. Sa mère affichait un sourire timide, serrant son sac à main contre elle. Lucas les adorait déjà. Ils incarnaient la chaleur humaine et la simplicité qui avaient toujours fait défaut à sa propre famille. Il regardait l'horloge au mur, l'anxiété commençant à nouer son estomac. Ses parents étaient en retard, un retard de 20 minutes, la signature classique d'Éliane pour affirmer son importance. Camille serra la main de Lucas sous la table, lui offrant un regard plein de soutien. Soudain, la porte de la brasserie s'ouvrit à la volée. Un vent froid balaya la salle, faisant tourner les têtes. Lucas se leva pour accueillir ses parents, mais il se figea sur place, le souffle coupé. Ce qui franchissait le seuil n'avait aucun sens. Éliane, qui ne sortait jamais sans un tailleur sur mesure, portait un survêtement difforme d'une couleur criarde, taché au niveau du genou. Charles-Édouard, l'homme aux costumes italiens, arborait un vieux pull bouloché et une veste en simili-cuir usée jusqu'à la corde. Leurs cheveux semblaient négligés, leurs chaussures étaient éraflées. C'était un spectacle grotesque, une parodie insultante de la misère. Lucas sentit le sang quitter son visage. La mascarade était d'une violence inouïe, dépassant de loin tout ce qu'il aurait pu imaginer. Éliane s'avança vers la table avec une démarche lourde et hésitante, jouant parfaitement son rôle de femme brisée par la vie. Elle s'affala sur la chaise en bois, soupirant bruyamment. « Bonsoir à tous. Désolée pour le retard, nous avons raté notre bus de banlieue et il pleuvait à verse à l'arrêt, lança-t-elle avec une voix nassillarde et faussement fatiguée. Lucas la fixait, les yeux écarquillés, incapable de prononcer un mot. Sa famille possédait 3 voitures de luxe et un chauffeur privé. Le mensonge était si énorme qu'il en devenait absurde. Les parents de Camille, déconcertés, échangèrent un regard gêné, mais s'empressèrent de se montrer accueillants.
Ils proposèrent à Éliane de commander une boisson chaude pour se réchauffer. Le père de Lucas, Charles-Édouard, prit alors la parole en reniflant bruyamment. « Oh, vous savez, on ne va pas faire de folie. Les fins de mois sont difficiles. Le petit Lucas a dû vous dire qu'on compte le moindre centime pour ne pas finir à la rue. » La voix de son père, d'ordinaire si autoritaire, imitait la soumission. Camille se pencha vers Lucas, chuchotant à son oreille, pour lui demander si tout allait bien. Le jeune homme avait les poings serrés sur la nappe, les jointures blanchies par la colère. Il comprenait la mécanique abjecte de cette mise en scène. Ses parents essayaient de passer pour des parasites financiers, dans le but d'effrayer la famille de Camille. Il pensait que ces braves artisans fuiraient devant la perspective d'entretenir des beaux-parents ruinés. Éliane ne s'arrêta pas là. Elle attrapa le menu, louchant sur les prix avec une exclamation exagérée. « Mon Dieu, 10 € un verre de vin, c'est ce que je dépense pour manger toute une semaine !» s'écria-t-elle. Puis, se tournant vers les parents de Camille, elle afficha un sourire plein de fausse humilité. « Nous espérons vraiment que les jeunes pourront nous héberger après le mariage. Notre petite chambre de bonne devient trop insalubre, et l'idée de vivre tous ensemble est si réconfortante. Vous ne trouvez pas ?» La mère de Camille, bien que surprise, répondit avec une douceur infinie que la famille devait toujours s'entraider dans l'adversité. Cette réponse humble et sincère sembla déstabiliser Éliane une fraction de seconde, mais elle reprit vite son numéro de misérabilisme. C'en était trop pour Lucas. La honte et la fureur bouillonnaient dans ses veines comme de l'acide. Il repoussa violemment sa chaise, le bruit strident du bois contre le carrelage faisant sursauter toute la salle. Il se leva de toute sa hauteur, fixant ses parents avec un mépris glacial qui tranchait avec son habituelle douceur. « Maman, papa, je crois que vous avez besoin de prendre l'air, immédiatement. » Sa voix était basse, tranchante comme un rasoir. Éliane tenta de jouer les innocentes, battant des cils, mais Lucas ne lui laissa pas le temps de répliquer. Il l'attrapa par le bras couvert de nylon bon marché et la tira vers la sortie, forçant son père à les suivre. Il s'excusa brièvement auprès de Camille et de sa famille, promettant de revenir dans un instant. Dehors, la pluie fine de Paris fouettait les visages. Les néons rouges de la brasserie éclairaient la ruelle sombre. Lucas lâcha le bras de sa mère comme s'il s'était brûlé. « Mais à quoi vous jouez, bon sang? C'est quoi ce cirque macabre ?» hurla-t-il, incapable de contenir sa rage. Éliane redressa les épaules, abandonnant instantanément sa posture courbée. Son regard redevint celui de la bourgeoise impitoyable. « Nous testons tes futurs beaux-parents, Lucas. Tu es naïf. S'ils croient que nous sommes un fardeau, la fille s'en ira. Nous te protégeons. » Charles-Édouard alluma calmement une cigarette, acquiesçant en silence. L'arrogance de ses parents, leur conviction morbide que l'argent dictait toutes les relations humaines, éreintèrent l'âme de Lucas. « Vous me dégoûtez, » cracha Lucas, les mots sortant de sa bouche avec une clarté effrayante. « Camille et ses parents valent au 1000 fois plus que vous, avec tous vos millions et vos mensonges pitoyables. Ils vous ont offert de la compassion, là où vous ne cherchiez qu'à semer la haine. » Il recula d'un pas, regardant ses parents comme s'ils étaient de parfaits étrangers. « Mon mariage n'est pas un de vos stupides conseils d'administration, c'est ma vie. Et puisque ma vie ne correspond pas à vos standards corrompus, considérez que vous n'en faites plus partie. » Éliane tenta de protester, de le menacer de le couper de l'héritage, mais Lucas tourna les talons sans lui accorder un regard de plus. Il rentra dans la brasserie, le cœur lourd mais l'esprit définitivement libéré de ses chaînes. De retour à l'intérieur, Lucas s'assit lourdement près de Camille. Il plongea son regard dans le sien, cherchant le réconfort. Il expliqua la situation avec une honnêteté brutale, sans chercher à couvrir la folie de ses parents. Les parents de Camille écoutèrent en silence, le visage grave. Loin de fuir ou de le juger, le père de Camille posa sa grande main chaleureuse sur l'épaule de Lucas. « La famille qu'on choisit vaut souvent mieux que celle dans laquelle on est, mon garçon. Tu es le bienvenu chez nous. » Les larmes aux yeux, Lucas remercia la vie d'avoir croisé le chemin de cette famille exceptionnelle. La soirée se poursuivit dans une ambiance plus intime, scellant un lien indestructible entre eux. Les ombres d'Éliane et Charles-Édouard étaient définitivement chassées. Les mois qui suivirent filèrent à une vitesse vertigineuse.
Le mariage fut célébré dans la petite mairie du village breton de Camille. Pas de faste inutile, pas de champagne hors de prix, ni de photographes de magazines mondains. Seulement la brise marine, des rires sincères, du cidre brut et l'amour éclatant des mariés. Une chaise était restée vide, un rappel silencieux de la cassure, mais Lucas n'éprouvait aucun regret. Il avait envoyé un faire-part à ses parents par pure courtoisie, espérant vaguement un sursaut d'humanité, mais la boîte aux lettres était restée désespérément vide. Pas un appel, pas un mot d'excuse. Éliane, dans son orgueil blessé, avait décidé de punir son fils par le silence absolu, persuadée qu'il reviendrait ramper dès qu'il affronterait les réalités matérielles du monde. Mais Lucas ne rampa jamais. Porté par la force de son amour et la stabilité émotionnelle que lui offrait Camille, il excella dans sa vie professionnelle. Embauché comme ingénieur dans une grande firme de construction écologique, il gravit les échelons rapidement, prouvant que son nom de famille n'était pas la seule chose qui faisait sa valeur. Camille, de son côté, ouvrit une petite boutique de décoration florale qui devint rapidement très prisée dans leur quartier. Ils construisaient leur nid avec patience et dévouement. Le monde superficiel d'Éliane semblait n'être plus qu'un lointain cauchemar. La véritable joie éclata le jour où Camille, le visage inondé de larmes de bonheur, tendit une échographie à Lucas. La nouvelle fut fracassante. Ils attendaient des jumeaux. Pendant que le bonheur grandissait sous le toit de Lucas, l'orage s'amassait au-dessus du manoir familial des parents. Arthur, le fils aîné, le prodige cynique façonné à l'image de sa mère, naviguait en eau trouble. Son épouse, habituée à un train de vie stratosphérique, le poussait à toujours générer plus d'argent. Insatiable et cupide, Arthur commença à prendre des risques démesurés. Il s'éloigna de la gestion prudente de son père pour plonger dans des montages financiers obscurs et illégaux. Aveuglé par l'appât du gain, il franchit la ligne rouge. Il vendit en secret des brevets essentiels de l'entreprise familiale à un concurrent asiatique agressif. La trahison parfaite orchestrée dans l'ombre, alors même qu'Éliane continuait à se vanter des succès de son fils préféré lors de ses thés mondains. La chute fut brutale, foudroyante, digne d'une tragédie grecque. Un matin de novembre, le ciel gris de Paris crachait une pluie glaciale sur la ville. Les locaux prestigieux de l'entreprise de Charles-Édouard furent investis par la brigade financière. Des cartons remplis de documents furent saisis, les disques durs confisqués. Charles-Édouard, arrivé sur les lieux avec son assurance habituelle, vit son monde s'effondrer en l'espace de quelques heures. Les dettes accumulées par Arthur, cachées sous de faux bilans, étaient monumentales. L'empire textile, bâti sur des décennies, venait de se désintégrer. Le coup de grâce tomba lorsqu'il tenta d'appeler Arthur. Son fils aîné avait disparu, envolé vers un paradis fiscal avec sa femme, vidant les comptes personnels de ses parents au passage. La nouvelle de la faillite se répandit comme une traînée de poudre dans les cercles mondains de la capitale. Les amis d'Éliane, ceux-là même qui venaient boire du champagne dans son salon, s'évanouirent dans la nature. Dans leur monde, l'échec financier était une maladie contagieuse qu'il fallait fuir à tout prix. Les huissiers frappèrent à la lourde porte en chêne de l'appartement haussmannien. Les tableaux de maître, les meubles d'époque, les bijoux étincelants. Tout fut inventorié, saisi, emballé, sous le regard pétrifié d'Éliane. Elle voyait la misère de son enfance, ce fantôme qu'elle avait cru enterré sous des montagnes d'or, ressurgir avec une force dévastatrice. Ils allaient être expulsés. Charles-Édouard, brisé, vieilli de 10 ans en l'espace de quelques jours. La pression fut trop forte pour le cœur de la matriarche. Alors que les déménageurs de la saisie emportaient de derniers fauteuils de velours de son salon vide, Éliane porta la main à sa poitrine. Une douleur fulgurante, comme un étau de fer, lui coupa le souffle. Elle s'effondra sur le parquet froid en gémissant. Le silence du grand appartement ne fut brisé que par les hurlements désespérés de Charles-Édouard appelant les secours. Les sirènes de l'ambulance déchirèrent la nuit parisienne, transportant Éliane vers les urgences de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Sur le brancard, sous les lumières stroboscopiques, elle réalisa avec terreur que son fils adoré l'avait ruinée et abandonnée. La vanité s'éteignait, remplacée par l'angoisse terrifiante de la mort.
Le téléphone de Lucas sonna au milieu de la nuit. C'était un numéro inconnu. La voix tremblante, presque inaudible, de son père lui annonça la terrible nouvelle. Malgré le gouffre de silence et de ressentiment qui les séparait depuis des années, Lucas n'hésita pas une seconde. Il enfila son manteau, embrassa doucement le front de Camille endormie et fonça à l'hôpital. Il courut dans les couloirs stériles, guidé par l'odeur d'antiseptique et le bourdonnement des machines. Lorsqu'il trouva son père recroquevillé sur une chaise en plastique dans la salle d'attente, il eut un choc. L'homme puissant et glacial d'autrefois n'était plus qu'un vieillard sanglotant, le visage ravagé par la honte et le chagrin. Charles-Édouard leva des yeux rougis et s'effondra dans les bras de son fils rejeté. Entre deux sanglots, Charles-Édouard avoua tout. La trahison monstrueuse d'Arthur, la faillite totale, la saisie des biens et l'ironie cruelle de leur situation. « Ton frère, celui à qui nous avions tout donné, nous a détruits. Nous n'avons plus rien, Lucas. Nous sommes devenus exactement ce que nous avions fait semblant d'être ce soir-là, à la brasserie. Des gens sans abri, sans ressources. » L'ironie du destin était frappante, presque poétique dans sa cruauté. Lucas sentit une boule se former dans sa gorge. Il regarda cet homme brisé et comprit que la rancune n'avait plus sa place face à une telle détresse. L'heure n'était plus aux reproches ou à la vengeance. La vie s'était chargée de donner la leçon avec une violence inouïe. Lucas serra l'épaule de son père avec tendresse. Le médecin sortit des soins intensifs au petit matin, l'air grave. Éliane avait survécu à l'infarctus, mais son cœur était lourdement endommagé. Sa convalescence serait longue, difficile, et nécessiterait des soins constants. Mais où pouvait-elle aller? Il n'avait plus de domicile, plus d'argent pour payer une clinique spécialisée. C'est alors que Camille apparut dans le couloir de l'hôpital, son ventre très rebondi, apportant du café chaud. Lucas la mit au courant de la situation tragique. Sans l'ombre d'une hésitation, sans une once de rancœur pour l'humiliation passée, Camille prit la main de son beau-père. « Vous viendrez chez nous, nous avons de la place. La famille, c'est fait pour ça. » Charles-Édouard éclata en sanglots, submergé par cette grâce qu'il ne méritait pas. Quelques semaines plus tard, Éliane sortit de l'hôpital pour être installée dans la chambre d'amis de l'appartement de Lucas. L'ancienne reine de Paris, autrefois vêtue de soie et de diamants, était devenue une femme frêle et dépendante. Et c'est Camille, la fille de boulanger qu'elle avait tant méprisée, qui devint son ange gardien. Malgré sa grossesse avancée, Camille préparait ses repas, l'aidait à prendre ses médicaments et la lavait avec une douceur infinie. La mère de Camille, venue de Bretagne pour aider sa fille, s'occupait également d'Éliane avec une gentillesse désarmante. Chaque geste de bonté était un coup de poignard dans la conscience d'Éliane. Elle réalisait l'énormité de sa cruauté passée. Elle avait voulu détruire des gens d'une noblesse d'âme exceptionnelle. Un après-midi d'hiver, la lumière pâle du soleil filtrait à travers les rideaux. Camille venait de border Éliane après son déjeuner. La vieille dame retint doucement le poignet de sa belle-fille. Les larmes inondaient son visage creusé. « Pardonne-moi, Camille, » murmura-t-elle, la voix brisée par les regrets. « J'étais aveuglée par l'arrogance. Je pensais que l'argent achetait la dignité. Mais c'est l'inverse. Mon propre fils m'a jeté aux chiens pour de l'or, et toi que j'ai humilié, tu me sauves la vie. Je ne mérite pas ta bonté. » Camille s'assit sur le bord du lit, essuya les larmes de sa belle-mère avec une tendresse infinie et lui adressa un sourire radieux. « Oublions le passé, Éliane. Vous êtes la grand-mère de mes enfants. C'est tout ce qui compte aujourd'hui. » L'arrivée des jumeaux apporta une explosion de vie et de lumière dans l'appartement. La naissance se passa à merveille, et la maison fut bientôt remplie de cris joyeux, de couches et de rires. Éliane, assise dans son fauteuil roulant, tenait l'un de ses petits-fils contre son cœur meurtri. Elle observait la scène, son mari, Charles-Édouard, aidant la mère de Camille à préparer le dîner dans la cuisine ouverte. Lucas, le fils qu'elle avait repoussé, riant aux éclats avec sa merveilleuse femme. Pour la première fois de sa vie, Éliane comprit ce qu'était la véritable richesse. Ce n'était pas le marbre froid de son ancien appartement, ni les comptes en banque bien remplis. C'était cette chaleur humaine, ce pardon inconditionnel, cet amour qui résiste aux pires tempêtes de l'existence. L'histoire ne s'arrêta pas là. Grâce aux compétences d'ingénieur de Lucas et à la ténacité de son père,
ils réussirent à récupérer une infime partie du capital perdu pour monter une petite entreprise de conseil éthique. La gloire passée était effacée, mais la sérénité était enfin de mise. Un an plus tard, Arthur frappa à leur porte. Il avait été escroqué par ses prétendus amis fortunés, sa femme l'avait quitté pour un milliardaire, et il se retrouvait seul, ruiné. La famille décida de ne pas lui fermer la porte, car la haine engendre la haine. Ils lui accordèrent leur pardon, mais avec une condition stricte, plus aucun accès aux finances familiales. Arthur devait apprendre à travailler de ses mains, à connaître la valeur de l'effort, pour espérer un jour regagner leur confiance. La vie avait remis les compteurs à zéro. La leçon avait été d'une brutalité inouïe, mais nécessaire. Éliane et Charles-Édouard passèrent leurs dernières années entourés de leurs petits-enfants, loin des illusions mondaines. Ils avaient appris à la dure que les déguisements, qu'ils soient faits de haillons ou de soie, finissent toujours par tomber. La famille de Camille leur avait enseigné l'humilité. Le destin s'était amusé de leurs préjugés pour leur offrir une seconde chance, non pas de retrouver leur fortune, mais de sauver leur âme. Lucas et Camille, quant à eux, continuèrent à bâtir leur bonheur sur des fondations solides, le respect, la vérité et un amour capable de vaincre l'adversité la plus sombre. L'arrogance d'Éliane et la cupidité d'Arthur ont tout détruit, mais c'est la compassion de ceux qu'ils méprisaient qui les a sauvés. La véritable richesse ne se mesure jamais au solde d'un compte bancaire, mais à la capacité d'aimer et de pardonner. Merci infiniment d'avoir suivi cette histoire bouleversante jusqu'au bout. Si ce récit de rédemption vous a touché, n'oubliez pas de laisser un j'aime, de vous abonner à la chaîne pour découvrir de nouvelles histoires captivantes et de partager vos émotions en commentaire. Et vous, pensez-vous que vous auriez pu pardonner à une belle-mère qui vous a tant humilié? Donnez-nous votre avis ci-dessous.